Pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Bonjour chers abonnés. Nous sommes le mardi 18 mars 2025, c'est la revue de presse numéro 469. Alors aujourd'hui, M. Trump et M. Poutine doivent se parler. Il est 17h35 et nous n'avons toujours pas des nouvelles de ces conversations qui ont dû se tenir entre 14h et 16h. Attendons encore. Alors, avant de commencer ces nouvelles sur l'Ukraine, j'aimerais vous faire sourire un peu. Monsieur Glucksmann, l'autre jour, a commencé à dire que les États-Unis en avaient assez et qu'il fallait absolument qu'ils rendent la Statue de la Liberté que nous leur avions donnée. Et il y a eu une réponse bien cinglante de la Maison-Blanche. Regardez. Rendez-nous la statue de la liberté. On vous en a fait cadeau. On vous en a fait cadeau. Mais apparemment, vous la méprisez. Alors elle sera très bien ici, chez nous. Un membre français du Parlement européen pense que les États-Unis ne représentent plus les valeurs de la Statue de la Liberté. Il veut que la Statue de la Liberté leur soit restituée. Le président Trump va-t-il renvoyer la Statue de la Liberté en France ? Absolument pas. Et mon conseil à ce politicien français de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. Il devrait manifester un peu plus de reconnaissance envers notre grand pays. Alors, au titre des informations générales, une nouvelle aide allemande, que l'on pourrait qualifier d'anecdotique, a été annoncée cette semaine. Donc, celle-ci comprend 3 guépards, 24 VBL, 7000 obus d'artillerie, du matériel de déminage et une centaine de drones. Aujourd'hui, il devrait se tenir un appel téléphonique entre les présidents Trump et Poutine au sujet de l'Ukraine. Et dans la nuit, l'Ukraine a été bombardée par des missiles et des drones russes dans plusieurs régions. Et dans certaines, il y a eu des dégâts comme à Dnipro, à Kharkov, à Soumy, à Poltava et à Cherkassy. À noter que dans le ciel de Kiev, des drones ont été abattus, mais à cette heure-ci, pas de dégâts au sol. Pour la première fois depuis des mois, Olga peut parler au téléphone avec son fils. À 73 ans, cette femme a été évacuée de la banlieue de Soudja, dans la région russe de Koursk. Elle est encore traumatisée par les combats. Ce que j'ai vécu, même dans mes pires cauchemars, je ne l'aurais pas imaginé. Nous nous sommes extirpés des décombres. Russes et Ukrainiens continuent de s'affronter dans l'oblast de Koursk. En août dernier, Kiev a lancé une offensive en profondeur dans cette région frontalière de son territoire, en vue de l'utiliser comme monnaie d'échange lors d'éventuelles négociations. Mais depuis le début du mois, Moscou regagne peu à peu les terres occupées par l'Ukraine. Ces images du ministère russe de la Défense montrent des soldats mettant la main sur des armes présentées comme ukrainiennes. De son côté, Volodymyr Zelensky nie tout encerclement de ses troupes à Koursk et demande l'entrée en vigueur d'une trêve. La proposition de cessez-le-feu inconditionnel a surtout pour objectif de sauver des vies, de permettre aux diplomates de travailler à la sécurité et à une paix durable. Mais la Russie ignore cette proposition. Kiev reconnaît toutefois une situation très difficile dans la région de Koursk. Des pertes qui ont conduit Volodymyr Zelensky à remplacer le chef d'état-major des forces ukrainiennes. Au fur et à mesure que les forces russes avancent dans le secteur de Soudja, de nouvelles géolocalisations ont pu être réalisées. Au nord de Soudja, ici, un char Abrams a été détruit le 17 mars. Il reste aujourd'hui quelques dizaines de kilomètres carrés à peine entre les mains des Ukrainiens et c'est de la vaste plaine. Alors, il y a d'abord les gens comme Madame Lasserre et les plateaux télé comme LCI qui sont devenus fous.
mais alors complètement fou, hein, c'est-à-dire qu'on a Titelman qui nous a fait une séquence magnifique pour nous dire, tenez-vous bien, que les Ukrainiens avaient évacué le saillant de Soudzha à la demande des Américains pour permettre aux négociations d'avancer. Alors là, là c'est du plus. Hein, je sais pas où il va chercher ça, mais c'est absolument phénoménal. Il y a quelques autres personnes qui ont repris ce narratif, il faut le souligner. On a bien évidemment donc toute la panoplie des autres commentateurs qui a donné crédit à cette thèse à plusieurs reprises. Hein. Je signale que dans l'analyse sur LCI, il y a quand même Benoît Bihan qui les a un petit peu calmés pour leur rappeler que vu l'expertise des états-majors divisionnaires russes et de corps d'armée, les Russes leur avaient collé une belle branlée, comme on dit en termes sportifs, et qu'il n'y avait pas photo, parce que les Ukrainiens ont un système de commandement qui est resté calqué sur celui des brigades et qui est insuffisant pour mener des grandes opérations. Donc, on voit ça, et on voit à côté, de manière très inhabituelle, la presse britannique, notamment le Télégraphe, la BBC, qui eux sont venus dire, voilà, les scènes auxquelles on a assisté, c'était la panique, les Ukrainiens, donc c'est pas le repli de Monsieur Titelman, un repli en bon ordre, on n'est pas là à s'enfuir. Et donc ces gens-là ont fait état du fait qu'il y avait une panique, qu'il y avait une fuite, parce que justement, suite à l'opération Potok à travers le gazoduc, les Ukrainiens se sont retrouvés partiellement encerclés avec 800 bonhommes qui ont surgi dans leur dos. Donc, dans ces cas-là, on prend ses jambes à son cou et puis on file le plus vite possible vers la frontière. Et alors là aussi, il y a eu un bug sur LCI, c'est que la correspondante d'LCI sur place a porté témoignage de la même chose en disant « J'ai interviewé des soldats ukrainiens qui m'ont dit qu'ils étaient épuisés, qu'ils s'étaient barrés en courant parce que, bien évidemment, ça a été la grosse claque pour eux. » Donc voilà, il y a eu quelques failles. Et la plus belle côté francophone, c'est Figaro Live qui a fait une émission, alors je ne sais plus si c'est samedi ou vendredi, pour expliquer que les Russes avaient mené une opération qui avait été planifiée très longtemps à l'avance, ce qui fait qu'il n'y a pas de corrélation entre les histoires de renseignements que Trump aurait coupées et les résultats sur le terrain. Est-ce que l'armée ukrainienne n'a pas fait preuve de suffisance? Les Occidentaux, non. Oui, quand il y a eu cet événement, ça m'a rappelé, parce que quand j'ai travaillé dans les services de renseignement, il y a 40 ans, on a fait une publication comme ça sur les forces armées. Là, on les appelait étrangères. En réalité, c'est sur les forces armées soviétiques. Et puis, on décrivait la tactique soviétique à l'époque. Et vous avez un passage, on le voit pas très bien à l'écran, mais il y a tout un passage qui montre l'usage des canalisations. Alors, je le fais à l'envers, donc c'est un peu compliqué. L'usage des canalisations par les forces soviétiques à l'époque, il y a 40 ans. Et les manuels tactiques soviétiques, on parlait déjà. Donc, c'est quelque chose, les soviétiques l'avaient déjà utilisé à Stalingrad, à Berlin, en 1945, enfin 43, 42 pour Stalingrad et 45 pour Berlin. Donc, on est dans des choses qui sont connues et archi-connues. Dans ce conflit en Ukraine, sauf erreur, il y a peut-être eu des cas un peu moins connus, mais dans les cas qui sont bien documentés, il y a eu en tout cas l'affaire de Koursk a été la 3e opération du genre. C'est-à-dire, on a utilisé les canalisations, les égouts, des choses comme ça, pour pouvoir pénétrer dans le dispositif ukrainien et à surgir sur les arrières et à faire le coup de feu. Donc, en définitive, oui, ça surprend toujours. Évidemment, on est toujours... quand on est dans le terrain, on s'attend à tout et à rien. C'est toujours plus facile, on est toujours plus intelligent quand on est à des milliers de kilomètres dans son fauteuil, et surtout quand on a en plus, comme moi, participé à la rédaction de documents qui documentaient ce type de tactique. Donc évidemment, c'est relativement facile d'anticiper, mais je mettrai pas, je pense que ça pourrait arriver à n'importe quelle armée. En l'occurrence, les Ukrainiens ont fait les frais de cette affaire. On est d'accord là-dessus, mais voilà. Au sud, ici, un VBL russe circule sur cet axe.
sans rencontrer d'opposition. Donc le village de Goncharovka est bien sous contrôle des Russes depuis le 16 mars. Malgré les efforts déployés pour parvenir à une trêve, les hostilités se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine. La Russie déclare que ses forces ont abattu des dizaines de drones ukrainiens dans la région de Kursk lundi, alors qu'elle récupère le territoire dont l'Ukraine est emparée l'année dernière. Les forces armées ukrainiennes affirment que plus d'une centaine de batailles ont eu lieu sur les lignes de front au cours des dernières 24 heures, dont 14 bataille à Kursk. À la veille est un appel prévu avec le président russe Vladimir Poutine. Le président américain Donald Trump a déclaré que de nombreux éléments d'un accord final sur l'Ukraine avaient été convenus, mais que d'autres détails devaient être discutés. En dire quelques mots de ça. Si tu peux continuer à en dire quelques mots sur cette espèce de propagande stupide là. Comme quoi les revers actuels seraient le fait que pendant quelques jours, les renseignements américains n'auraient plus fonctionné. C'est-à-dire que le point paroxystique de l'offensive russe est intervenu au moment où il y avait cette coupure du renseignement électronique américain en faveur de l'armée ukrainienne. Sauf que, comme je l'ai répété chez Idriss Aberkan mardi, quand on a consacré presque 2 heures à l'opération dans le gazoduc, les gars qui ont préparé l'opération dans le gazoduc, ils l'ont fait depuis plus d'1 mois, ça fait 4 semaines de préparation quasiment, 4 jours d'exécution. Vous pensez bien que s'ils sont passés par le pipeline, c'est qu'ils craignaient quoi, les Russes? L'observation satellitaire de l'OTAN. Ils se sont pas fait suer à mettre 800 bonhommes dans un tunnel au risque de les perdre. Hein. Je rappelle, le tunnel, il fait 15 km 750. Ils se sont pas amusés à monter une opération d'une telle complexité si c'était pas pour échapper aux satellites de l'OTAN. Faut être un minimum sérieux. Et donc, c'est pas le fait que momentanément, il y a eu cette rupture d'information qui d'ailleurs, et c'était aussi ça qui était intéressant chez les gars du Figaro Live, c'est qu'ils disaient on n'a pas de certitude que cette coupure des communications et du renseignement soit directement sur les moyens qui permettent aux unités de première ligne de savoir ce qui se passe. Ça aurait été uniquement, c'est une hypothèse, la capacité pour les Ukrainiens de frapper dans la profondeur des 30 à 40, 50 kilomètres derrière la ligne de front, c'est-à-dire tous les tirs avec les ATACMS, les batteries d'artillerie pour frapper les concentrations russes ou ce genre de choses. Donc ça veut dire que même au niveau du renseignement terrain, il n'est pas encore avéré que la coupure américaine ait joué un rôle à ce stade-là, ce qui veut dire que les Ukrainiens auraient été capables de voir arriver les Russes, sauf l'opération de Potok, et où là, bien évidemment, ça a créé l'effondrement. Et c'est là aussi qu'on voit, donc, ce qu'a souligné courageusement Benoît Billan par rapport au plateau d'LCI, c'est de dire, ben voilà, les Russes ont un savoir-faire, les Russes ont des états-majors de division, des états-majors de corps d'armée, tout le monde le reconnaît depuis toujours finalement. Ils sont revenus très rapidement, j'en ai parlé dans mon premier papier paru sur la revue GP en janvier, ils sont très vite revenus sur leur groupe bataillonnaire tactique et ils ont remis, voilà, là maintenant on parle d'Hamburger Hill, mais dans les 2 derniers numéros on a beaucoup parlé de l'armée russe, pour montrer que eux se sont dit bon, ces trucs-là, ça sert plus à rien, on revient à notre savoir-faire sur les états-majors divisionnaires et de corps d'armée. Et là, cette opération, elle est absolument phénoménale, c'est-à-dire qu'on a l'équivalent d'à peu près 3 divisions russes, plus donc cette opération de forces spéciales, avec que des volontaires, qui ont été capables, en 8 jours, d'effacer le saillant de Kursk. Et je dis aux Russes qui me parlent, je dis, mais remerciez les médias occidentaux, c'est grâce à eux que la situation est comme ça, parce que si on avait une image plus fidèle de ce qui se passait dans le terrain, on aurait sans doute pris d'autres précautions, on aurait sans doute envoyé d'autres équipements. Regardez les équipements qu'on a envoyés aux Ukrainiens. Les Ukrainiens ont dû renvoyer des chars. L'Allemagne a fourni des chars qui étaient inutilisables. Les Ukrainiens l'ont renvoyé. Au Danemark, la même chose. Il y a des missiles qui ont été des missiles antiaériens envoyés par un pays européen, mais d'après mes informations, c'est la France, que Zelensky lui-même a dit c'était inutilisable. Il a fallu les renvoyer plusieurs fois pour qu'ils soient réparés, pour qu'on puisse les utiliser. Donc on a très bien vu que les Occidentaux,
finalement, ce sont pas beaucoup, comment dire, sont pas alarmés, puisque l'armée russe était en déliquescence, et par conséquent, on a préparé l'Ukraine à combattre un ennemi qui était beaucoup plus faible, etc. Je regardais encore récemment un post sur Facebook qui a été fait par un politicien vaudois d'ailleurs, ce Claude Ruet, qui disait que, parce que j'avais dit qu'il fallait faire quand même attention aux Russes, qu'ils étaient quand même plus forts, mais c'était en 2022 déjà. Et lui disait que c'était risible de pouvoir voir la Russie comme ça, etc. Et c'est des politiciens suisses, donc on voit très bien que ces gens étaient très mal informés, ils étaient uniquement abreuvés de propagande, et grâce à ça, d'une certaine manière, eh bien les Russes ont bénéficié d'un climat qui leur a été finalement, oui, si on regarde le climat strictement informationnel, c'était défavorable aux Russes, le discours était défavorable aux Russes, mais il a eu l'avantage que personne ne s'est préparé à un conflit sérieux, et ça a facilité le travail des Russes. En fait, ce politicien, il devrait être considéré comme traître. Enfin, je ne sais pas comment les Ukrainiens verront ce genre de gens après leur défaite, mais je pense que il y aura, je pense, des réactions contre nos médias. D'ailleurs, il y a déjà eu des réactions contre les médias occidentaux par les Ukrainiens eux-mêmes, qui se sont rendus compte de ça. Des rapports font état de la prise de la commune de Guevo par les forces russes. Néanmoins, je n'ai eu aucune confirmation visuelle de cette information. Et le ministère russe de la Défense n'a pas non plus confirmé cette information. Que la région de Mykolaïv, ici, où des visuels ainsi que des géolocalisations ont été publiés de deux appareils ukrainiens et plus précisément 2 Sukhoi 25 qui avaient été détruits en début du mois. Donc il s'agit des 2 Sukhoi 25, les numéros 21 et numéro 23, qui ont été détruits sur la piste même de l'aéroport. C'est que je rappelle que si la R200 qui menait de Soumy à Soudja était la seule route d'accès pour accéder à Soudja, c'est aussi la seule route pour aller de Soudja à Soumy dans l'autre sens, quand on attaque. Et que le hub logistique de Soudja, quand on regarde les images, va falloir déblayer les rues, va falloir remettre en état les ponts, etc. Puis il va falloir déminer. Donc vous ne pouvez pas relancer une opération offensive avec une seule route dont les carrefours derrière vous sont encore encombrés. Vous n'avez pas tout nettoyé. Vous ne pouvez pas réinstaller immédiatement la logistique. Je viens de l'expliquer, de 3 divisions qui viennent de prendre le contrôle de quasiment l'ensemble du saillant que tenaient les Ukrainiens. Vous ne pouvez pas les relancer à l'assaut sans avoir rétabli toute une ligne de logistique à partir du dernier nœud ferroviaire ou routier ou les deux que vous venez de conquérir. Donc ça va prendre quelques jours, si les Russes décident toutefois de poursuivre vers Soumy, parce que là maintenant c'est ça aussi la question. 3 divisions, Sylvain. Moi, quand j'entends dire 3 divisions pour cette oblast, la France n'est même pas capable de mettre 3 divisions. Ah bah non. Non, parce que là, quand on parle de 3 divisions avec leurs appuis parce que c'est coordonné donc par vraisemblablement un quartier général de corps d'armée et un quartier général d'armée, ça veut dire qu'il y a toutes les unités d'appui autour, de l'artillerie, etc. On doit être sur un dispositif au minimum de 50 à 60 000 bonhommes. C'est-à-dire 3 fois ce que la France pourra envoyer comme corps expéditionnaire. Juste pour cette oblast. Ça représente à peu près, les Russes ont engagé là à peu près 10% de l'effectif qui est déployé en Ukraine. La crainte aussi d'être exclu, on va dire, de ces discussions. Eh bien cela, de toute façon, les Ukrainiens commencent à avoir l'habitude. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils ne veulent pas mettre trop d'espoir dans ces discussions parce que la majorité des habitants nous disent qu'ils veulent la paix, nous disent qu'ils veulent que ces combats s'arrêtent et même des soldats sur le front nous confient hors caméra qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils sont épuisés, qu'il faut que tout cela s'arrête, même s'ils doivent laisser des territoires aux Russes. Merci Charlie. Pour s'aborder un véhicule dans lequel il y a des munitions, une bonne grenade bien placée, ça suffit. Ils n'ont même pas pu faire ça. Donc les Russes, on voit sur Telegram des officiers russes qui visitent Soudja et qui passent devant des matériels Stryker, enfin des blindés occidentaux, et qui disent merci l'OTAN, merci.
ils se foutent de nous comme c'est pas permis. Hein, on avait évoqué les chars Emma Abrams qui avaient déjà été capturés par les Russes dans les combats autour de Soudja et ramenés à Moscou. Bon, bah là, on a d'autres véhicules. Alors certes, c'est pas des chars, mais quand même qui ont été capturés intacts. Donc ça signifie cette débandade et il faudra voir si derrière les Russes veulent lancer autre chose dans le coin ou s'ils se reportent dans d'autres secteurs du front et en particulier le secteur de Pokrovsk. Alors, il faut noter que de manière assez surprenante, depuis une semaine, ils ont rallumé le front du secteur de Kamiansk, donc qui est juste au moment, si vous regardez une carte et que vous regardez Zaporizhzhia et le Dniepr qui coulait ensuite, alors qui coule du nord au sud et qui faisait son coude vers l'ouest, vers Kherson, il y avait un immense réservoir d'eau qui a été vidé là par le fait que le barrage sur le Dniepr en aval a pété. Et du coup, les Ukrainiens tenaient ça, les Russes aussi, sans qu'il y ait de grands combats depuis plusieurs mois. Il y avait une opération spéciale russe pour s'infiltrer dans Kamiansk en fin d'année dernière, puis ça avait finalement rien donné. Mais là, à l'est de Kamiansk, ça fait une semaine que les Russes ont récupéré, on va dire, des positions dans le no man's land entre leur ligne et celle des Ukrainiens. Et on commence à se dire, alors, est-ce que c'est un truc local ou est-ce que d'un seul coup, on va voir surgir des forces plus importantes? Et puis surtout, est-ce qu'à Pokrovsk, débarrassé des besoins sur le secteur de Soudja-Koursk, les Ukrainiens étant en difficulté en termes de redéploiement des forces, de matériel perdu, est-ce que c'est pas le moment de leur remettre un grand coup d'accélérateur sur Pokrovsk pour faire enfin tomber cette ville et s'ouvrir définitivement les portes du sud Donbass et de l'oblast voisin de Dniepopetrovsk. Voilà, c'est la... Donc l'information la plus importante de ces dernières 48 heures nous vient du front Zaporizhzhia, où les Russes ont lancé une nouvelle offensive dans le secteur du village de Piatikatki en direction de Stepovie et de Mali-Sherbaki. Ils ont réussi à sécuriser un peu moins de 30 km² de terrain en 48 heures. Donc l'offensive se poursuit. Très peu d'évolution sur le front de Koursk ces 2 derniers jours. Et quelques gains de terrain au profit donc des Russes sur les fronts de Louhansk et Donetsk, et quelques gains de terrain aussi pour les Ukrainiens au nord de la ville de Toretsk. On a compris, ça va se régler entre autres et en partie aujourd'hui dans la conversation cet après-midi entre Poutine et Trump. On restera bien évidemment marginalisé, mais après, sur le terrain des opérations militaires, il n'y a pas de pause disons définitive. Les Russes ne vont pas arrêter leurs attaques, les combats se poursuivent. Voilà, et comme je l'ai dit, on n'est pas à l'abri soit d'un débouché des Russes sur Soumy, puisque Poutine s'est quand même mis en scène en allant visiter le front avec Gerasimov en lui disant « Bah écoute, camarade, il faudrait peut-être faire une zone tampon là, ce serait peut-être bien pour qu'on soit tranquille. » Alors, comme d'habitude, avec les Russes et la Maskirovka, ils vous annoncent bleu, ils vont faire vert clair. Hein, donc ça peut être aussi de la communication politique et destinée à foutre la trouille à tout le monde et à tromper tout le monde. D'ailleurs, là, ils viennent de le faire d'une manière assez phénoménale avec cette offensive. Ils peuvent recommencer. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au nord de Kupiansk, où ils ne cessent d'agrandir la tête de pont qu'ils ont à l'ouest de l'Oskol. Ils ont rallié cette tête de pont à la frontière entre le territoire historique de l'Ukraine et de la Russie. Et là, moi, je me dis, les Ukrainiens n'ont pas les moyens, puisqu'ils ont perdu beaucoup de véhicules, de redéployer des forces, des hommes, oui, mais des véhicules, ils en ont perdu tellement, des chars, ils en ont perdu tellement, que pour redéployer quelque chose qui puisse tenir ce front et contre-attaquer cette tête de pont, ça va être extrêmement tendu pour eux. Et là, si les Russes décident de mettre un coup dans cette zone-là, alors là, derrière Kupiansk, il n'y a rien, puisque les lignes de fortification suivent l'Oskol et s'arrêtent à l'Oskol. Derrière, c'est pareil, et c'est pour ça que les Russes ont fait, à mon avis, cette tête de pont. C'est parce qu'au débouché de cette tête de pont, il n'y a pas de fortification. Alors, il y a peu de routes, mais là, on va arriver au printemps, la Rasputitsa va se terminer, donc ça va offrir des opportunités sur le plan militaire qui pourront appuyer telle ou telle proposition politique qui serait refusée par l'Occident à la table des négociations. Voilà. La Russie ne veut pas la paix et on ne peut pas lui faire confiance pour atteindre cet objectif, selon la plus haute diplomate de l'UE, Kaja Kallas.
Cette mise en garde de la chef de la diplomatie européenne intervient après l'annonce d'un appel téléphonique entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, qui doit avoir lieu ce mardi. And now, of course, the ball is in Russia's court, and what we see right now that Russia doesn't really want peace. And also, what was understanding around the table is that Russia can't really be trusted. So they will, seize this opportunity to present all kinds of demands. And what we already see, they are presenting demands that are their ultimate goals. So let's see how this develops further. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE se sont réunis lundi pour discuter de la situation en Ukraine. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a déclaré que son pays s'opposait au projet de Kaja Kallas de consacrer des ressources supplémentaires à des livraisons d'armes à l'Ukraine. Mi nem engedjük, hogy a magyar emberek pénzét további fegyverszállításokra, ezáltal a háború meghosszabbítására költsék el. Magyarországnak nem érdeke a fegyverszállítások fenntartása és a háború folytatása. Magyarországnak érdeke a béke, és most ehhez a békéhez minden eddiginél közelebb vagyunk, hogyha az elmúlt 3 évet vesszük figyelembe. Ces déclarations font suite à la réponse mitigée de Vladimir Poutine à une proposition américaine d'un cessez-le-feu de 30 jours entre Moscou et Kiev, que l'Ukraine a accepté la semaine dernière. Le dirigeant russe exige toujours une démilitarisation de l'Ukraine et l'assurance que le pays ne rejoindra pas l'OTAN. Moi, quand j'entends Trump qui dit on va discuter l'Inde, on va discuter assets et compagnie, c'est qu'effectivement, ils vont se partager le gâteau de l'Ukraine. Ils vont dire, toi, tu prends cette partie-là, nous, on prend cette partie-là, et Zelensky, il signe, et c'est fini. Voilà. Il n'y aura pas de troupes de l'OTAN au sol. Il n'y aura pas tout ça. Hein, comme dit Trump, si on a nos entreprises qui sont en Ukraine, c'est la meilleure garantie de sécurité que les Russes ne nous attaqueront pas. Voilà, c'est tout. Parce que les Russes, c'est pas des fous. Ils vont pas s'attaquer à nous comme ça. Hein, mais ça, les Occidentaux, bien sûr, dans leur hubris, ne veulent pas l'entendre, alors qu'ils savent très bien que c'est vrai. Et puis, on voit la situation entre les deux pays qui se détend dans plein de domaines. Je rappelle qu'hier, Trump a dit l'histoire là de financer les commissions d'enquête sur les crimes russes ou les soi-disant déportations d'enfants ukrainiens en Russie, on enlève les financements américains. C'est-à-dire qu'en gros, on ferme, hein, parce que sans les financements américains de ces agences-là, je fais toujours un appel aux gendarmes français qui enquêtent sur Boutcha depuis presque 3 ans maintenant. Hein, est-ce que vous avez des nouvelles? Parce que, là, vu que vous aurez plus le pognon des Yankees pour mener l'enquête, qu'est-ce qui va advenir de cette enquête, hein? Et par contre, je préviens, comme je l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines, préparez-vous quand vous allez voir les images arriver dans les jours qui viennent de ce qui s'est passé dans Soudja au niveau des traitements des populations civiles russes par l'armée ukrainienne. On a déjà les témoignages audio des gens qui n'ont pas subi de sévices, mais qui disent comment ça s'est passé. Quand on va faire, comme ça a été le cas dans d'autres villages du Saillant, trouver les gens dans les caves, les mains attachées dans le dos, une balle dans la tête, il va falloir se préparer en Occident à gérer ça. Hein. Je rappelle que les Russes ont comme objectif, et ça a été ce qui a été formulé le 24 février 2022 par Vladimir Poutine, c'est la démilitarisation. Accessoirement, dénazification. Démilitarisation, c'est donc la destruction du potentiel militaire, et dénazification, c'est la destruction du potentiel paramilitaire, pour simplifier les choses. Mais en gros, l'objectif des Russes n'est pas de prendre du territoire, c'est de détruire un potentiel. Donc l'unité de mesure du succès russe, il ne doit pas se faire en kilomètres ou en kilomètres carrés, comme on a tendance à le faire, mais il devrait se faire en nombre de matériel, de personnel et de structures militaires détruites. Alors, c'est évidemment plus difficile à mesurer et à constater, et c'est peut-être pour ça qu'on se rabat sur les cartes. Mais les cartes sont une mauvaise unité de mesure, et on le voit très bien avec le cas de l'affaire de Koursk, parce que les Russes s'en fichaient complètement d'avoir des troupes, enfin, c'est pas qu'ils s'en fichaient d'avoir des troupes sur leur territoire, mais ils ont considéré qu'il était plus intéressant de détruire, de les laisser venir pour les détruire, plutôt que de les repousser immédiatement.
Et la stratégie a très bien fonctionné parce qu'actuellement, les Ukrainiens sont en manque de personnel et par conséquent, tout ce qui manquait tout ce qui est allé à Koursk, eh bien, manquait sur le front. Et donc là, est-ce que l'attitude de Zelensky complètement délirante quand il est allé à la Maison Blanche, bien qu'il ait fait amende honorable, est-ce que ça suffira pour que Trump maintienne cette protection? Là, ça devient beaucoup plus incertain. Mais en tout cas, on peut aussi se retrouver demain matin où on va apprendre qu'il y a telle ou telle unité qui a quitté le front et puis qui marche sur Kiev parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont les choses se règlent sur place. Hein. Donc là, peut-être que les combats ne vont pas être le seul point d'intérêt des discussions et la diplomatie de ce qui se passe en Ukraine. Peut-être que la politique intérieure ukrainienne va revenir sur le devant de la scène à cause de ce qui va se passer entre Américains et Russes. Il semblerait qu'il y ait dans la même veine, Sylvain, des règlements de compte à Odessa. Actuellement, on a parlé justement d'un nationaliste qui a été éliminé. Il y a un des responsables de la tuerie, de l'incendie de la maison des syndicats qui a été abattu. Alors, on a cru que c'était le FSB qui avait fait le coup. Ou la résistance ukrainienne pro-russe qui est très importante à Odessa, on n'a pas cessé de le dire. Et en fait, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. C'est un lieutenant, un gars de notre âge, Nicolas, un mec d'une 50aine d'années, qui a vengé son fils, tout simplement, parce que son fils a été embarqué par ce gars-là, par les unités, puisque le gars en question appartient bien évidemment aux unités bandéristes ultranationalistes, enfin appartenait, puisque maintenant il a pris 2 balles dans la tête. Eh bien, le père a vengé la mort de son fils au front en l'assassinant dans la rue. Alors, c'est un commando, parce qu'ils étaient minimum 3 personnes pour le cerner et l'abattre et l'achever, parce qu'ils ont été, ça a été filmé, diffusé sur Telegram. Ils lui ont tiré, je sais pas, 1 ou 2 balles. Il est tombé au sol et on voit le père de famille venir le finir avec une balle dans la tête au sol. Voilà. Et donc lui, il a été arrêté. Il a vraisemblablement pas résisté à son arrestation. Il a tout de suite dit, voilà, moi j'ai vengé la mort de mon fils qui a été embarqué par tous ces sbires-là de force. Les vidéos, on en voit de plus en plus. Les types font n'importe quoi. C'est un véritable safari aux conscrits. C'est-à-dire que même les sergents recruteurs qui ont laissé une marque dans l'histoire au XVIIIe siècle pour l'armée de Frédéric II, qui écumait toute l'Europe pour récupérer des conscrits. On le voit très bien dans le film, le magnifique film de Kubrick, Barry Lyndon. Ils sont surclassés par les Ukrainiens et les unités de recrutement ukrainiennes. C'est plus comparable. Là, les gars font n'importe quoi, attrapent les gens. C'est du safari dans les rues des villes d'Ukraine pour envoyer ces gamins-là à la mort, quoi. L'écho avec vous, Martial You. Et quand Donald Trump parle, l'OCDE s'inquiète, et pas qu'un peu, si j'ose dire. L'Organisation de coopération et développement économique redoute de voir la croissance flancher, et ce, sur une bonne partie du globe. Et oui, c'est assez incroyable ce que l'on vit. En fait, un seul homme, par ses déclarations, par ses menaces, par ses outrances et ses changements de pied, un seul homme est en train de stopper la mondialisation qui régnait sur l'économie depuis 50 ans maintenant. Et ça pénalise tout le monde. C'est ça qui est impressionnant. Mais oui. Il n'impacte pas que les États-Unis. Absolument. Il impacte tout le monde, y compris les États-Unis. C'est ça qui est fou. Et attention, l'OCDE n'a pris en compte que les annonces à peu près certaines pour l'instant, c'est-à-dire 20% de droits de douane supplémentaires pour la Chine, 25% pour le Mexique et le Canada, 25% sur l'acier et l'aluminium, notamment européen. On ne parle même pas des 200% sur les vins et spiritueux, qui n'est qu'une menace verbale à ce stade. Donc la situation pourrait empirer encore. Et alors ça donne quoi? Déjà, rien qu'avec les premiers droits de douane, l'OCDE anticipe une croissance mondiale moins forte, 3,1% du PIB mondial au lieu de 3,3%. Une récession qui se profile pour le Mexique, une croissance qui est divisée par 3 au Canada. En Europe, la croissance française baisse un tout petit peu, en passant de 0,9 à 0,8. Oui, mais c'est parce qu'on est mauvais
en exportation, donc je suis pas certain que ce soit une bonne nouvelle. Et l'Allemagne, déjà fragile, pourrait tomber de 0,7 de croissance aujourd'hui à 0,4. Alors ça, c'est l'impact des décisions de Donald Trump sur le reste du monde, mais aux États-Unis, sur son marché intérieur, parce que c'est là qu'il risque d'être sanctionné. Et bien là, on se dirige vers une croissance moins forte aussi, mais avec une hausse des prix, ce qui est quand même assez rare d'avoir ce double mouvement simultané. C'est du perdant-perdant. Donald Trump fait le pari d'avoir changé le modèle économique mondial au moment des élections de mi-mandat, donc dans 2 ans. À ce moment-là, il espère que les États-Unis achèteront moins de produits à l'étranger et que la production sera revenue sur le sol américain. Quelques exemples, des Airbus qui seraient produits dans l'usine d'Alabama, des médicaments Sanofi qui seraient fabriqués à Framingham, près de Boston. C'est un joueur, il aime bien les paris, Donald Trump, mais est-ce qu'il peut le gagner, ce pari-là? En déstabilisant les bourses, en risquant de se mettre l'opinion publique à dos, c'est pas sûr. Il a été élu en promettant de limiter l'inflation. Vous connaissez le Watergate, le scandale qui a fait tomber Nixon. Eh bien, je vais vous parler du Ambergate. Voilà le risque qui attend Donald Trump. Ambergate comme hamburger? Eh ben oui, c'est symptomatique effectivement des limites de la politique de Trump. Actuellement, il y a une pénurie de steak haché, figurez-vous, aux États-Unis, parce que la production de viande bovine américaine est retombée au niveau de 1951. Eh bien, les fermiers ont arrêté parce que cette production coûtait trop cher. La viande vient donc du Canada ou du Mexique avec les droits de douane supplémentaires. Le prix du hamburger va donc progresser. La viande rouge pourrait devenir la ligne rouge des consommateurs américains. Vous aviez déjà la eggflation, c'est l'explosion du prix des œufs. Dans certaines villes américaines, vous avez un œuf pour $1 quand même. Là, vous allez avoir aussi désormais l'explosion du prix du hamburger. Merci beaucoup, Marc. Rugissant dans le ciel de Bangalore, dans le sud de l'Inde, un balai aérien pour ouvrir l'un des plus importants salons de l'armement en Asie. Des avions de combat indiens, français, américains ou encore russes, qui font le bonheur des visiteurs. Je suis venu voir 2 avions dernière génération, le Su-57 et le F-35. Le Rafale et le Su-30, bien entendu, ce sont les meilleurs, mais vous le savez déjà. Pour cette nouvelle édition de Aero India, plus de 900 exposants originaires de 90 pays se sont donné rendez-vous. L'occasion rêvée pour l'Inde, second importateur d'armement au monde, de montrer ce dont elle est capable en termes de production. Le gouvernement nationaliste au pouvoir veut désormais exporter et vendre ses propres armes. Parmi ses récents succès, la vente pour 375 millions d'euros aux Philippines du BrahMos, des missiles supersoniques développés avec la Russie. Ou encore le Pinaka, un camion lance-roquettes produit par l'Organisation de recherche et de développement pour la défense, une agence gouvernementale indienne. Les 2 parties les plus importantes sont le système de lancement et le système de roquettes. C'est un lance-roquettes multiple, c'est-à-dire qu'il peut tirer une salve de 6 roquettes en 45 secondes. Ces 5 dernières années, nous avons doublé, voire triplé nos exportations, grâce à la confiance du gouvernement indien qui nous permet de promouvoir nos produits à l'étranger. Nous avons désormais la marge de manœuvre nécessaire pour investir dans la recherche et le développement pour créer des produits d'envergure internationale. C'est un tournant pour toute cette industrie, car avant nous étions limités au marché indien uniquement. Les Houthis du Yémen ont revendiqué la responsabilité des 2 attaques en 24 heures contre un groupe de navires américains comprenant un porte-avions en mer Rouge, les qualifiant de représailles aux frappes meurtrières des États-Unis. Les Houthis affirment avoir d'abord lancé 18 missiles et un drone sur le porte-avions USS Harry Truman et les navires de guerre qui l'accompagnaient avant de procéder à une 2e salve. Les États-Unis n'ont pas encore répondu à ces allégations. Ces attaques surviennent après que des frappes aériennes américaines ont visé plusieurs sites houthis au Yémen au cours du week-end, faisant plus de 50 morts. Il faut également, suite à une déclaration du président américain Donald Trump qui a menacé les Houthis d'une pluie d'enfer après qu'ils ont signalé qu'ils reprendraient leurs attaques contre des navires liés à Israël en mer Rouge. Le groupe yéménite a affirmé que ces actions constituaient une protestation contre le blocus total de Gaza par Israël qui entre maintenant dans sa 3e semaine. Ça n'est pas une surprise puisque Donald Trump lui-même à maintes reprises avait menacé le Hamas du feu des enfers. Rien que ça, je cite dans le texte, si la totalité des otages
américain ou non d'ailleurs, puisqu'on va le voir, il s'agit dans ce dossier également d'un otage américano-israélien tout particulièrement, mais le président américain avait évidemment menacé nommément et directement l'organisation islamiste de frappes brutales et meurtrières qu'il validerait et même qu'il demanderait et qu'il encouragerait auprès de l'État d'Israël si les otages n'étaient pas rapidement libérés. On voit bien que ce processus de libération d'otages patine maintenant depuis plusieurs semaines, depuis les dernières libérations. Cela agace au plus haut point Donald Trump, qu'il le formule dans le texte et qu'il le fait formuler par ses porte-paroles, comme vous l'avez évoqué. Notons que Steve Witkoff, envoyé spécial de la Maison-Blanche au Moyen-Orient, qui n'a pas que ce dossier, il était également extrêmement actif sur l'Ukraine. Steve Witkoff était ces 3 derniers jours à Doha, où il dialoguait donc indirectement avec le Hamas via les émissaires au Qatar, et qu'il exigeait notamment la libération, on en parlait à l'instant, d'un otage américano-israélien, un soldat d'une 20aine d'années, et il souhaitait sa libération immédiate, et avait même posé un ultimatum dont la date et l'échéance restent un peu secrètes au moment où on se parle. C'est encore la zone d'ombre qui touche ce dossier. Visiblement, l'échéance a été dépassée et le feu vert de la Maison-Blanche, et on peut dire les encouragements de la Maison-Blanche ont été formulés auprès de l'armée israélienne avec le résultat que l'on voit cette nuit, c'est-à-dire plusieurs dizaines de morts au moment où on se parle. On avait des signes hier soir selon lesquels Netanyahou était rentré dans le cabinet de crise de la défense israélienne, et en fait, c'était pas pour rien, c'était pour reprendre la boucherie. Et c'est absolument infect parce que ça s'inscrit dans sa politique intérieure avant toute chose. Je rappelle qu'en début de semaine, enfin ce week-end, même pas en début de semaine, ce week-end, il a limogé le patron du Shin Bet, et que tout ça, ça va dans le sens de se maintenir au pouvoir coûte que coûte par tous les moyens possibles, et bien évidemment au détriment de la population de Gaza. C'est absolument infernal. Et ce qui est le plus grave, c'est ce que semblent dire les analystes ce matin, c'est-à-dire que tout ça, bien évidemment, c'est fait avec le feu vert de Washington cette nuit. Alors voilà, c'est la question. Voilà. Ah oui, il y a eu, semble-t-il, donc consultation entre Washington et Tel Aviv. Et donc, comme d'habitude, Washington a donné son accord à tout ça. Donc, alors que les négociations sur la libération des derniers otages, des derniers prisonniers se poursuivaient dans la difficulté, mais se poursuivaient quand même, il n'y avait pas d'obligation de reprendre les opérations militaires d'un seul coup comme ça, et surtout de cette manière-là, puisqu'on imagine bien qu'encore une fois, sur ces plus de 500 personnes qui ont été tuées ou blessées, il y a bien sûr plein d'enfants, il y a une majorité de civils, et s'il y a au hasard 1 ou 2 combattants du Hamas ou du djihad islamique, c'est le maximum que cette série de frappes aura permis d'atteindre dans ce truc complètement insensé, mais vraiment complètement insensé, qui va en fait que raviver les problèmes pour je ne sais combien de temps, mais surtout ça montre que là, Donald Trump atteint une certaine limite dans la façon dont il laisse Netanyahou en place, sur laquelle il va falloir qu'on soit très attentif, parce que ça risque peut-être d'être son premier grand revers diplomatique en très peu de temps finalement, par rapport à son investiture et par rapport au fait qu'il avait réussi à lui tordre le bras, parce qu'on sait bien que le Hamas n'a pas l'intention de reprendre, lui, de son côté, les hostilités, pour la bonne et simple raison, on en a assez parlé avec François Martin sur cette antenne, que le Hamas a médiatiquement gagné son bras de fer avec Israël. Donc, il n'a aucune raison de vouloir reprendre les hostilités, alors que militairement, il en a pris quand même plein la figure. La victoire du Hamas, toute chose étant égale par ailleurs, peut être comparée au succès du FLN en Algérie, c'est-à-dire une défaite militaire et une victoire politique. Si les gens voulaient une illustration de ce que ça donne aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé à Gaza. Vincent Hervouet, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous dites ce matin que l'Europe refuse de désespérer de la Syrie. Oui, il y a 8 jours, les Syriens qui vivent sur la côte près de Latakia ont subi un pogrom, la chasse à l'homme, pourvu qu'il soit alaouite, a fait au moins 1500 morts. Ce sont les forces de sécurité, épaulées par les supplétifs du régime, notamment les djihadistes qui vivent à Idlib, le fief du parti au pouvoir, qui ont commis ce bain de sang. 3 jours de massacre
massacre, une orgie. On se demandait donc hier comment Bruxelles allait recevoir Assad al-Sheibani. Du temps d'Al-Qaïda, il se faisait appeler Abu Aisha Manara. Quand il était porte-parole du front Al-Nosra, il se nommait Hossan al-Shafi. Depuis 3 mois, il faut l'appeler Monsieur le ministre des Affaires étrangères. À Bruxelles hier, il arborait une barbe courte, une cravate club, un costume de ministre. Quand il a serré la main d'Ursula von der Leyen, il n'avait pas l'air dégoûté. Il est diplomate, c'est désormais son métier. Ahmad al-Shara, alias Abou Mohamed al-Joulani, son patron désormais président par intérim de la Syrie, c'est lui gardé de serrer la main, forcément impure, de la ministre allemande des Affaires étrangères quand elle est venue à Damas fin janvier. Alors, le ministre participait hier à la conférence des pays donateurs qui chaque année rassemble les pays arabes, les agences de l'ONU, les occidentaux aussi. Ouais, il est reparti avec près de 6 milliards d'euros. Cette manne permettra de survivre aux Syriens réduits à la misère et aux millions de réfugiés dans les pays voisins. L'Europe a versé depuis 10 ans 37 milliards d'euros. Les Américains étaient encore plus généreux, mais avant que Donald Trump ferme les vannes. À Bruxelles, Ursula von der Leyen, tout sourire, a expliqué « Hier, nous avons travaillé pour les Syriens. Aujourd'hui, enfin, avec la Syrie. Aujourd'hui, les rêves et les aspirations du peuple syrien ne sont plus en suspens. » La présidente de la Commission devrait aller le dire aux familles des 1500 civils assassinés jusque dans leur lit par les amis du ministre. Leurs rêves sont définitivement en suspens. Et les participants n'ont demandé aucun compte sur ces tueries, Vincent. Ils se sont contentés des déclarations lénifiantes du ministre jurant qu'aucun effort ne sera ménagé pour traduire en justice quiconque a du sang sur les mains. Il dit ça alors que les siennes en sont couvertes. Il a coagulé le sang, mais c'est l'un des fondateurs du Front Al-Nosra, un vétéran de la guerre civile, un professionnel du terrorisme et du double langage. Depuis le pogrom, on n'a pas entendu un mot du nouveau régime en soutien aux victimes des islamistes. Il a promis une commission d'enquête, mais il n'y a pas eu d'arrestation. Depuis 3 mois, les tueurs d'alaouites et de chrétiens sont dans l'impunité. Le texte constitutionnel dévoilé jeudi donne les pleins pouvoirs au président, mais ne fait nulle part référence aux minorités kurdes, druzes, chrétiennes, alaouites. Il a expédié en 1 journée seulement la conférence de réconciliation nationale. Le régime avait promis un gouvernement inclusif au plus tard le 1er mars. Nous sommes le 18 et il n'en parle plus. Il a organisé samedi une grande manif à la gloire des islamistes pour l'anniversaire de la Révolution. Les Européens ferment les yeux parce qu'ils veulent croire à un dérapage et parce qu'ils ont peur d'une nouvelle vague migratoire. C'est un mélange désarmant, de naïveté, de cynisme et de bêtise. La Commission envisage même de lever toutes les sanctions sans attendre, alors qu'il faudrait faire exactement le contraire, montrer au nouveau régime syrien qu'il ne trompe personne et qu'il doit respecter toutes les minorités s'il ne veut pas être traité comme Bachar el-Assad. C'était le 14 mai 1997 au large de Pointe-Noire, au Congo-Brazzaville. Laurent Désiré Kabila, alors à la tête de l'Alliance pour la libération du Congo, un mouvement rebelle rencontrait le président Mobutu Sese Seko pour des négociations de paix, avec Nelson Mandela en médiateur. Pendant que le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda prenait de l'ampleur face à une armée zaïroise qui s'était sabordée. Le but principal de la rencontre persuadait le maréchal président de partir de Kinshasa afin de faciliter l'entrée des rebelles dans la ville sans accroc. Mobutu devait donc signer la fin de long règne à bord de l'Utekina, un navire de guerre sud-africain. C'était le début de ce que l'on pourrait maintenant appeler la saga du désordre politique en RDC. Et pour cause, le pays plongeait dans une instabilité. Cinq ans plus tard, des factions d'opposition et de gouvernement se réunissaient en Afrique du Sud, à Sun City, dans le but de mettre un terme à la Deuxième Guerre du Congo. Bis repetita, le gouvernement congolais signait à Nairobi en décembre 2013 un accord de paix avec le M23 actif dans l'est du pays. En 2023, le même groupe rebelle était de retour. À quand la paix véritable en RDC?
Les rebelles du M23 annulent leur participation au pourparlers de paix prévu le 18 mars à Luanda, en Angola. Attendus pour une rencontre avec la délégation du président Félix Tshisekedi, ils ont finalement renoncé. Selon un responsable du mouvement, le M23 se retire en raison des sanctions imposées par l'Union européenne contre ses dirigeants et des responsables rwandais, tels que le chef politique du M23 et le président de la commission des mines du Rwanda. Ces mesures adoptées le 17 mars ont été perçues comme un obstacle aux négociations. Cette décision compromet le dialogue visant à apaiser le conflit qui ravage l'est de la RDC. Un nouveau coup dur pour les efforts diplomatiques alors que la tension reste vive entre Kigali et Kinshasa. Cette campagne de Glucksmann, Édouard Philippe, les déclarations de François Bayrou sur la retraite, dites-nous tout. Oui, on a l'impression que d'un côté, on a Emmanuel Macron qui nous annonce quasiment que c'est la guerre, Oui. qu'il va falloir faire beaucoup de sacrifices, etc., notamment flécher l'épargne des Français vers les canons et les missiles. Et puis de l'autre côté, on a le petit cirque habituel de la politique avec Raphaël Glucksmann prêt à se sacrifier pour 2027, qui lance sa campagne devant les militants de Place Publique. Ils étaient, 200, quelque chose comme ça. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup déjà, oui. Et le voilà qui demande à ce que les États-Unis nous rendent la statue de la liberté parce que eux refusent la liberté. Alors on ne comprend pas très bien le discours de Raphaël Glucksmann, c'est pas nouveau, mais un candidat de plus, j'ai envie de dire. Alors lui veut rassembler toute la gauche sans Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, donc ça fait pas grand-chose, mais c'est ce qu'il compte faire et on va voir évidemment comment les médias vont accueillir cette candidature, une de plus. Et puis l'autre, qui est une candidature perpétuelle, quasi quotidienne, c'est celle d'Édouard Philippe. Il a fait un nouveau meeting, cette fois-ci à Lille, devant, lui, c'est Horizon, le parti, ses militants et cadres. Gérald Darmanin était de la partie, Nathalie Loiseau également. Et là, un discours comme d'habitude, comme si de rien n'était, où il promet bien sûr des réformes structurelles profondes et des référendums si jamais il est élu. Alors, des référendums, ça mange pas de pain. Emmanuel Macron en promet un par an depuis qu'il est élu en 2017, il en fait jamais. Donc c'est vrai que les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Donc on voit bien qu'on est là dans une sorte de théâtre où il y a deux temporalités, où vraiment on ne voit pas l'urgence. La Russie, l'ennemi à nos portes, que dis-je à nos portes, dans nos rues, et puis de l'autre côté, des candidats à la présidentielle qui disent à peu près tout le temps la même chose. Et François Bayrou, notre Premier ministre, qui prend son temps et qui a décidé, par une petite phrase sur France Inter, ou le service public de l'info du moins, de dire que finalement le conclave des retraites, ça ne servait pas à grand-chose puisqu'on ne reviendra pas sur les 64 ans, ce qui évidemment était écrit, mais qui a surpris quand même CGT, Parti Socialiste, etc., en disant « Oh là là, on ne s'attendait vraiment pas à ça ». Pour moi, c'est du théâtre, évidemment, tout était écrit. Comment faire confiance à François Bayrou? Pourquoi revenir sur les retraites alors que toutes les déclarations des dernières semaines sont plutôt dans le sens de la retraite à 70 ans que de la retraite à 62 ans, pour l'effort de guerre, évidemment. Et donc, on a l'impression d'un petit théâtre de la politique qui suit son cours, alors que l'histoire n'attend pas. On parle bien sûr de Donald Trump qui va très vite avec les tarifs douaniers. On parle évidemment des accords de paix qui vont être discutés cette semaine entre Trump et Poutine. Emmanuel Macron n'est pas invité. Dommage. Sans doute va-t-il essayer de passer un pied dans la porte. Il organisera une contre-soirée en faisant son propre congrès à Paris. J'imagine qu'il y aura Ursula qui sera de la partie, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, et tous les losers qui seront là en train de discuter de pourquoi ils ne sont pas invités à la table des négociations. Bon, on a l'habitude. Zelensky a changé son chef d'état-major dimanche par décret. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va accélérer les frappes et la guerre va s'intensifier, ou est-ce que c'est la fin? Toutes ces questions-là, elles sont loin finalement de ceux qui, aujourd'hui, dans la sphère politico-médiatique française, ne pense plus qu'à 2027. Et j'ai oublié, bien sûr, Bruno Retailleau, qui menace de démissionner, rendez-vous compte, si jamais l'exécutif n'était pas ferme avec l'Algérie. Lui aussi est déjà, non pas dans l'optique de prendre le parti, les Républicains, mais d'être candidat en 2027. Ça y est, le coup d'envoi est lancé, tout va s'arrêter. Il n'y a plus que 2027 qui compte. Après le spectre de la guerre évoqué par le président Emmanuel Macron, Véronique, le gouvernement prépare un manuel de survie. Oui, alors que les déclarations du président Emmanuel Macron résonnent encore, la paix ne peut plus être garantie sur notre continent, la Russie devenue une menace pour la France, le gouvernement prépare donc un manuel de survie. C'est une information Europe 1. Nous allons tous recevoir un livret pour nous expliquer la bonne conduite à suivre en cas d'attaque armée ou de catastrophe naturelle. Alors que va-t-il contenir, Jean-Baptiste Marty ?
Il est de petite taille, une vingtaine de pages au total, et il est divisé en 3 parties. La première est intitulée « Se protéger ». Le kit de survie à avoir chez soi est notamment détaillé. Quelques exemples, avoir au moins 6 bouteilles d'eau, une dizaine de boîtes de conserve, ou encore des piles pour les lampes torches en cas de coupure d'électricité. Les numéros d'urgence, comme celui des pompiers ou celui de la police, sont notamment rappelés. La deuxième partie évoque les bons gestes à adopter, comme fermer toutes les portes en cas de menace nucléaire. Enfin, la dernière partie, intitulée « S'engager », incite à s'inscrire dans les réserves nationales comme celle de l'armée. Alors ce livret n'a pas encore de titre, mais 2 options sont sur la table, soit une phrase neutre comme je cite manuel d'instruction en cas de crise, soit un titre un peu plus choc autour de la résilience. Le choix sera fait par Emmanuel Macron ou François Bayrou. Le manuel sera ensuite envoyé à tous les foyers français d'ici cet été. Cette semaine, c'est Huawei. Huawei, vous savez, c'est la fameuse compagnie de téléphone chinois. Et donc, le 13 mars, une vaste opération de la police belge a mis en lumière des allégations de corruption impliquant Huawei, dans laquelle 21 personnes travaillant à Bruxelles ou au Portugal seraient, je mets au conditionnel, puisqu'il n'y a encore aucune décision de justice, bien sûr, seraient impliquées, puisqu'il y a eu 21 perquisitions, avec un certain nombre d'assistants visés, un certain nombre de parlementaires visés. Je précise tout de suite qu'il n'y a aucun parlementaire du Rassemblement national, et que, bien sûr, ces parlementaires sont de la majorité, notamment, on retrouve des amis de Madame Loiseau. Vous savez, Madame Loiseau, c'est celle qui passe sa vie à chasser les ingérences étrangères, qui rêve d'abord de trouver des ingérences étrangères russes tous les matins quand elle se lève. Et malheureusement pour elle, depuis qu'elle cherche, on a trouvé des ingérences du Qatar, on a trouvé des ingérences aujourd'hui de la Chine, mais jamais d'ingérence russe. Voilà. Et donc, qu'est-ce que ça révèle ? D'abord, ça révèle qu'au niveau des institutions européennes, la corruption est à tous les étages, au Parlement, mais surtout aussi dans les fonctionnaires. Parce que, soyons honnêtes, les parlementaires n'ont pas un pouvoir excessif, c'est le moins qu'on puisse dire, et encore moins d'ailleurs les parlementaires de l'opposition. Mais au niveau du Parlement, souvenez-vous de l'affaire du Qatargate, Madame Eva Kaili, vice-présidente socialiste, et 2 ou 3 de ses collègues socialistes, c'est-à-dire le groupe de M. Glucksmann, qui, il devrait faire un couple d'ailleurs avec Madame Loiseau, cherche des Russes partout. Eh bien, c'était le propre groupe de M. Glucksmann où on a trouvé des gens qui avaient été corrompus par le Qatar. Je vous rassure, la justice n'a toujours condamné personne. Mais pire, c'est que si des députés étaient mouillés, si je puis dire, on a surtout aussi des fonctionnaires qui sont mouillés. Et là, pour les fonctionnaires, il n'y a même quasiment jamais d'opération de justice. Pour le Qatargate, le cas le plus emblématique, c'est M. Henrik Olelei. Ça vous dit rien, c'est un Estonien, mais c'est un Estonien qui dirigeait tout le pôle des mobilités et des transports de la Commission. Et entre autres, c'est celui qui négociait le fameux accord de ciel ouvert avec le Qatar. Qu'est-ce que c'est qu'un accord de ciel ouvert ? C'est en clair, on décide, 2 partenaires décident d'ouvrir leur ciel à la concurrence. Alors d'un côté, vous avez le Qatar qui a 5-6 millions d'habitants, et de l'autre, vous avez l'Union européenne qui en a plus de 400, voire 500 millions. Bref, dans le marché, il y en a quand même un dindon. Forcément, le dindon, vous devinez qui c'est l'Europe. C'est très bizarre. Monsieur Olelei, on a découvert qu'il avait bénéficié de nombreux voyages offerts par la compagnie aérienne, de vacances, etc. Il a peut-être gagné un concours sur les réseaux sociaux. Il a gagné un concours parce qu'il a dû démissionner. Mais je vous rassure, il a été immédiatement recasé. Il avait quand même bénéficié de 9 voyages, de séjours, etc. Il a été recasé dans le secteur qui s'occupe des coopérations internationales. On parle d'armée européenne, en tout cas on parle d'efforts d'armement. Où en est l'état des lieux ? Parce qu'il y a une très... je dirais pas une furieuse polémique, les uns qui disent attendez, qu'est-ce que c'est que ces bruits de bottes, la Russie n'est pas en train, effectivement, elle a envahi l'Ukraine et il y a cette guerre en ce moment, mais elle n'a pas envahi l'Europe, elle n'a pas l'intention. Et de l'autre, étant donné, disent les autres, les Américains qui se préparent à faire un Yalta ou un nouveau Yalta avec la Russie, il faut que l'Europe apprenne à se défendre. Simplement, quels moyens et avons-nous les moyens ? Patrice Huban. Écoutez, ça dépend des objectifs
qu'on se fixe. Donc on a aujourd'hui une armée échantillonnaire. On est un petit peu, on fait face au syndrome du Second Empire, si vous voulez, une armée d'expédition, mais qui est incapable de faire face à un conflit qu'on appelle symétrique dans le jargon du métier, c'est-à-dire un conflit de masse face à un adversaire qui a les mêmes capacités que vous. C'est-à-dire, quand vous dites armée échantillonnaire, c'est-à-dire, soyons clairs, on n'a pas aujourd'hui, par exemple, s'il y a une guerre avec la Russie, est-ce qu'on a les moyens de tenir ou pas? Non, parce que alors la force qu'on a, c'est qu'on a une industrie d'armement qui est capable de fabriquer des systèmes d'armes performants dans tout le spectre, dans tous les domaines, à la fois de l'artillerie, des blindés, de l'aviation, une marine, etc. Mais on n'a pas la profondeur, on n'a pas l'épaisseur, si vous voulez. On a 200 avions de chasse, on a 200 blindés de son char de combat. Pour vous donner un exemple, l'Israël, pourtant c'est 10 millions d'habitants, même pas la taille des Pays de la Loire, ils ont 10 fois plus de blindés que nous. Vous voyez, ils ont 350 avions de combat. Donc on n'a pas du tout les stocks et puis je dirais les volumes nécessaires pour faire face à une armée comme l'armée russe. Et justement, il y a suffisamment de problèmes en France. Si on voulait résumer schématiquement, on est debout vociférant contre Poutine, mais contre un certain Tebboune, président de l'Algérie, on l'est un peu moins. Exactement. Donc avant de vouloir jouer dans la catégorie des super lourds, faut déjà se faire respecter chez les poids mouches. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Écoutez, on vit vraiment une période incroyable. Tout le monde sait que le SRP n'a pas fonctionné. Tout le monde sait que la fin des promotions a dégradé le pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Mais vous voulez continuer. Vous voulez continuer uniquement par orgueil. C'est votre trophée. C'est la mesure des macronistes sur le monde agricole depuis 7 ans. Et c'est votre seul élément de doctrine, à savoir le ruissellement. Mais vous avez, comme sur la fiscalité, avec le monde agricole, vous avez renversé les lois de la physique, vous avez inventé le ruissellement vers le haut. Ce sont les classes populaires et les classes moyennes qui paient les marges de la grande distribution et qui paient les marges de la grande transformation, de la grande industrie. Ça, c'est votre bilan, exactement comme en fiscalité. Vous vous êtes trompé, mais vous êtes incapable de reconnaître que vous êtes trompé. Donc on doit continuer avec ces mesures absurdes. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que jamais les Françaises et les Français n'ont payé aussi cher leur alimentation, que jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais de familles se sont privées d'alimentation, qu'on a, oui, dans certaines familles, même le retour du scorbut. Ça, c'est votre bilan. Donc jamais l'alimentation n'a été aussi chère et les agriculteurs ne s'en sortent pas. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais vous voulez continuer. La vraie raison, elle est simple. Vous ne voulez pas vous attaquer au pouvoir exorbitant de la grande distribution. Le marché agricole doit souffrir des exceptions. Nous, on est pour l'exception agriculturelle en commerce international, en commerce interne communautaire. Le marché ne fonctionne pas avec l'agriculture. La grande distribution a un pouvoir exorbitant, mais vous avez réussi, c'est ça votre acquis, à créer un deuxième pouvoir exorbitant, c'est la grande industrie de l'agroalimentaire. Vous avez créé un deuxième lobby avec un pouvoir de marché exorbitant, mais vous ne voulez pas vous y attaquer. Vous voulez vous attaquer aux consommateurs, ici comme ailleurs, vous voulez punir les Françaises et les Français. Ce serait de leur faute si les agriculteurs ne s'en sortent pas. Eh bien non, ce n'est pas la faute des Françaises et des Français, c'est votre faute et c'est la faute de votre soumission à la grande distribution et à l'industrie agroalimentaire. Merci monsieur le député. Il y a 5 ans, par une manipulation par la peur, Emmanuel Macron enfermait les Français. Ensuite, il a menti à 4 reprises. Il a menti en faisant croire qu'il y avait une surmortalité Covid, alors que cette surmortalité a été la conséquence de l'absence de soins de nos compatriotes qui étaient renvoyés chez eux avec un Doliprane et de l'usage du Rivotril qui a assassiné des milliers de personnes âgées dans nos EHPAD. Il a menti sur les médicaments qui pouvaient soigner, l'ivermectine et l'hydroxychloroquine, qui ont été interdits dans notre pays, alors qu'ils auraient pu sauver des milliers de vies. Il a menti sur le fameux vaccin qui, soi-disant, empêchait la transmission, alors que le professeur Delfrécy a reconnu qu'il avait averti le ministre de la Santé dès mars 2021 que le vaccin n'empêchait pas la transmission et que donc il n'y avait aucune légitimité à vacciner les jeunes qui n'avaient pas besoin d'être vaccinés. Il a menti enfin sur les effets secondaires du vaccin. Aujourd'hui, ils apparaissent. Un très bon livre de M. Pierre Chaillot montre que les statistiques officielles prouvent qu'il y a des effets secondaires considérables et on estime à près de 290 000 morts le résultat des injections vaccinales. Il y a une concordance totale entre les vaccins et la surmortalité des années suivantes, comme avec
le problème de fertilité et l'effondrement de la natalité française. Voilà pourquoi c'est une affaire grave. Je souhaite que les coupables soient jugés, comme dans d'autres pays, et qu'on sorte de ce grand silence qui empêche les Français de savoir qui est responsable de quoi. Et puis surtout qu'on sorte de ces manipulations par la peur, car chacun doit se faire son propre jugement. C'est ainsi qu'on y arrivera. Alors, on a vécu une société de la peur et de la manipulation de l'information au cours de la crise Covid. À nouveau, cela apparaît au cours de la crise ukrainienne. Il est temps de reprendre notre liberté. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.